Merci beaucoup, professeur Hatawi. Merci beaucoup, professeur Blali. Honorable audience, permettez-moi de partager avec vous une présentation concernant les blocs auriculoventriculaires complets asymptomatiques chez l'adulte jeune, et ce sera à travers un cas clinique. Le bloc auriculoventriculaire complet est un trouble de conduction intracardiaque qui correspond à un blocage complet et permanent de la conduction auriculoventriculaire. Le bloc soit au niveau nodal, soit intra-ischien ou bien infra-ischien. En absence d'un traitement médical, la stimulation cardiaque demeure le traitement de référence du bloc auriculoventriculaire de haut degré. Le déchet chez les patients atteints d'un BAV haut degré non traité est non dû seulement à l'insuffisance cardiaque secondaire au bas débit, mais aussi à la mort subite causée par la systolie et aussi par les tachycardies ventriculaires engendrées par les bradycardies prolongées. Notre observation, il s'agit de Madame Zara, c'est une patiente jeune qui a 46 ans, ayant comme facteur de risque cardiovasculaire une hypertension artérielle sous-inhibiteur de l'enzyme de coagulation, ayant comme antécédent été suivi depuis 1 an pour une thyroïdite multinodulaire. Il était cholécystectomisé il y a 15 ans. Il a 2 sœurs qui sont suivies pour une thyroïdite d'Hashimoto et il n'y a pas de prise médicamenteuse. La patiente s'est présentée à la consultation pour son problème d'hypertension artérielle. La patiente est asymptomatique. La tension artérielle à l'examen était à 130 sur 65 mm de mercure, symétrique aux 2 membres. La fréquence cardiaque est de l'ordre de 45 battements par minute. L'auscultation cardiaque est normale. Il n'y avait pas de signe d'insuffisance cardiaque. L'objectif est une dissociation auriculoventriculaire réalisant un bloc auriculoventriculaire complet avec une fréquence ventriculaire moyenne à 45 battements par minute et avec un échappement ossutuaire réalisant des QRS fins. En résumé, donc, c'est une patiente jeune qui a une inspiration sur l'IEC, suivie pour une thyroïdite multinodulaire et qui présente un BAV complet asymptomatique. Que faire devant cette situation? Est-ce qu'il faut stimuler cette patiente et implanter un pacemaker permanent, ou bien essayer de monter une sonde de stimulation électrosystolique, ou bien tenter un traitement médical? Les recommandations de 2018 recommandent pour les BAV 2e et 3e degré de siège nodal qui sont symptomatiques et qui sont hémodynamiquement instables, l'utilisation de l'atropine pour améliorer la fréquence cardiaque et améliorer les symptômes. Ainsi, pour les BAV toujours 2e et 3e degré qui sont symptomatiques et hémodynamiquement instables, dont la probabilité d'avoir une cause ischémique est peu probable, l'utilisation des bêta-stimulants tels que la dopamine, la dobutamine, l'épinéphrine peut être considérée avec un niveau de preuve bas. Concernant la sonde de stimulation électrostylique, on peut considérer chez les patients qui sont symptomatiques et hémodynamiquement instables pour améliorer la fréquence cardiaque et les symptômes. La recommandation européenne 2013 indique que l'implantation définitive d'un pacemaker n'est pas recommandée quand il s'agit d'une cause réversible. Les recommandations américaines 2018 y suivent le même raisonnement. Ils ne recommandent pas d'appareiller les BAV dus à une cause réversible et non récurrente. Donc, revenons à notre patiente. Le traitement médical n'est pas recommandé. La sonde de stimulation électrosystolique n'a pas de place et un pacemaker permanent non plus. Donc, il faut aller chercher une cause réversible chez notre patient. Les recommandations américaines, toujours de 2018, ont essayé un peu de cerner les différences étiologiques du BAV pour la cause congénitale qu'on estime qui est peu probable chez notre patiente vu qu'elle était déjà opérée il y a 15 ans pour une cholécystite et que l'examen, que le bilan préopératoire à l'époque, notamment l'électrocardiogramme, était sans anomalie d'après la patiente. La cardiopathie ischémique est très impliquée, notamment le syndrome coronarien aigu et le syndrome coronarien chronique. La pathologie infectieuse est largement incriminée en tête de liste. L'endocardite infectieuse avec les abcès paravalvulaires et les effusions septales, la maladie de Lyme dans les régions forestières, les poussées rhumatismales fébriles. Concernant la pathologie inflammatoire et infiltrative, notamment la sarcoïdose, qu'il faut absolument la chercher devant un BAV, c'est un sujet jeune.
Aussi, en outre, l'amylose cardiaque et les autres connectivités. La cause dégénérative, c'est l'apanage du sujet âgé. Les causes métaboliques, telles que la dysthyroïdie en chef de fille, suivies par les déséquilibres acédo-base et les intoxications. On note aussi les pathologies, les dystrophies neuromusculaires qui sont un petit peu fréquentes en Occident et le syndrome d'apnée de sommeil. Les causes iatrogènes sont particulièrement médicamenteuses. Ils sont très incriminés et très décrits dans la littérature. Bien aussi que les procédures d'ablation pour les voies accessoires, qu'elles soient septales ou bien pour les ablations des tachycardies jonctionnelles. Aussi, les remplacements valvulaires, TAVI, et aussi l'alcoolisation septale dans le cadre de la CMH. Plusieurs médicaments dont le lien de causalité a été bien établi, notamment les bêta-bloqueurs, et je tire ici l'attention pour les bêta-bloqueurs qui sont par voie locale, l'utilisation d'un bêta-bloqueur coulir pour le problème de glaucome, et aussi les antihypertenseurs centraux, tels la méthyldopa. Les antiarythmiques sont aussi incriminés, les classes 1, classe 3, les psychotropes et aussi autres anesthésiques locales tels que le propafénone et certaines habitudes toxiques telles que les cannabinoïdes. Plusieurs cas ont été rapportés dans la littérature, plusieurs étiologies de causes réversibles aussi, notamment ce rapport de cas qui illustre un cas d'un BAV complet survenant sur un sujet qui, sous bêta-bloqueur, se forme de collyre pour son problème de glaucome. Une méta-analyse regroupant les différentes séries de BAV dues à Lyme ont été qui étaient mises sous traitement, soit sous corticothérapie ou bien sans antibuthérapie, et montrer que la résolution du trouble conductif il est très d'un sujet à l'autre, il est de l'ordre de quelques jours, parfois quelques semaines et parfois carrément quelques mois dans quelques rares cas. Ce rapport de cas illustre un cas d'un BAV survenant chez un patient suspect d'un syndrome d'apnée de sommeil et l'enregistrement polysomnographique et l'objectif, une pause qui est nocturne de l'ordre de 6 secondes survenant au moment de l'apnée, il survient avant même l'installation de l'hypoxie. Donc, quel bilan à faire chez notre malade? La recommandation américaine 2018 recommande chez un malade qui présente un trouble conductif, il est recommandé de faire un test, des examens biologiques tels une fonction thyroïdienne, une sérologie de Lyme, une calémie, une acidose, des bicards à la recherche d'acidose et surtout toujours sont orientés par l'examen clinique. Les recommandations américaine, toujours de 2018, chez les patients qui ont un BAV au degré, il est recommandé de faire une échocardiographie thoracique. Un supplément par une échographie transœsophagienne ou bien une scintigraphie ou bien une IRM cardiaque est raisonnable et considéré chez les malades qu'on suspecte chez eux une cardiopathie structurelle. Chez les patients qui ont un bloc auriculoventriculaire de premier degré et qui sont asymptomatiques, il n'est pas recommandé de faire en routine des examens paracliniques. Chez les malades qui présentent un trouble conductif nocturne, il est recommandé de réaliser une polysomnographie à la recherche d'un syndrome d'apnée de sommeil. Chez les malades qui ont un trouble conductif documenté en rapport avec un syndrome d'apnée de sommeil, il est recommandé aussi de traiter ces malades par une CPAP la nuit et aussi leur proposer une perte de poids. Pour les patients présentant un trouble conductif sur une mutation génétique, un conseiller génétique est recommandé chez ces malades-là. Revenons à notre patiente. Notre patiente a bénéficié d'un examen complet, fait d'un bilan électrolytique. La calémie était normale, la magnésémie aussi, la calcémie était normale, un bilan hépatique et une fonction rénale s'est révélé normal,
La fonction thyroïdienne chez notre patient était normale, le bilan inflammatoire aussi. On a réalisé des sérologies à type sérologie syphilitique, hépatite virale B, C, VIH, c'est révélé aussi normal. La sérologie de Lyme était normale. Le dosage de l'enzyme de conversion aussi était normal. On a réalisé une biopsie des glandes salivaires accessoires qui s'est révélée sans anomalie. Il n'était pas en faveur d'une maladie de surcharge ou une maladie inflammatoire. Un bilan immunologique complet était réalisé chez notre patiente, notamment les anticorps antinucléaires, les anti-DNA natifs, un panel immunologique type les anticorps SSA, SSB et recherche aussi du profil HLA B25 qui s'est révélé négatif chez notre patiente. Un enregistrement de Holter de 24 heures était réalisé pour valider le caractère permanent du bloc auriculo-musculaire chez notre patiente. Une épreuve d'effort réalisée pour étiqueter une cardiopathie ischémique chez notre patiente. La patiente m'a fait pédaler pendant 7 minutes. On n'a pas remarqué une altération de la conduction ni l'apparition des symptômes de l'effort. Néanmoins, on remarque une nette amélioration de la conduction qui n'est pas significative, qui est de l'ordre de 5 battements par minute. Le reste de l'imagerie, l'échographie thoracique chez notre patiente a objectivé un VG de taille de fonction systolique conservée. Il n'y avait pas de valvulopathie significative. La coronarographie a objectivé des artères coronaires angiographiquement normales. Le scanner thoracique n'a pas objectivé quelques anomalies ou bien adénopathie en faveur d'une sarcoïdose. Donc, au total, on est devant une patiente jeune qui présente un BAV complet, asymptomatique, et dont le bilan étiologique était négatif. Ce travail danois a été publié dans le journal européen en 2019, regroupant tous les malades qui étaient appareillés pour un BAV avant l'âge de 50 ans et ils ont suivi pendant une durée de 20 ans. Ils ont objectivé que 50% des malades appareillés dans ce registre danois, ils étaient de l'étiologie inconnue. Il vient ensuite les complications iatrogènes dues à remplacement, dues aux chirurgies cardiaques et notamment au remplacement valvulaire. Les causes en cardiopathie ischémique, la sarcoïdose et les causes infectieuses viennent en second lieu. Ce graphique objectivant le nombre des implants pour un BAV d'étiologie connue par rapport à l'implantation pour une étiologie inconnue par année. Il a remarqué qu'il y a une recrudescence des étiologies connues au fil du temps au profit des étiologies inconnues. Toujours dans le même cadre et toujours dans le même registre danois, une étude vient d'être publiée cette année. Ils ont rassemblé tous les malades appareillés avant l'âge de 50 ans pour un BAV d'étiologie inconnue. Ils ont suivi ces malades pendant 20 ans. Ils l'ont comparé avec une population normale de mêmes caractéristiques. Les paramètres à étudier étaient la mortalité toute cause, l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, l'hospitalisation pour tachycardie ventriculaire et l'arrêt d'origine cardiaque. On a remarqué que le risque de survenue de complications chez la population intéressée par rapport à la population de référence, il est très significatif. Il est de l'ordre de 3 fois plus pour la mortalité toute cause, au-delà de 10 fois plus pour l'hospitalisation pour insuffisance cardiaque, il est au-delà de 12 fois plus pour la mortalité cardiaque et 14 fois plus pour l'hospitalisation pour les tachycardies ventriculaires. Avec le critère composite, il est un total aux alentours de 5 fois plus. Et voilà les graphiques illustrant les divergences des différentes courbes et des différentes de bras en faveur de la mortalité, de l'insuffisance cardiaque, de la survenue de tachycardie ventriculaire et de la mortalité toute cause. Revenons à notre patient. Qu'est-ce qu'on peut proposer chez elle? Est-ce qu'il faut mettre un pacemaker permanent devant le caractère du BAV persistant ou bien il faut s'abstenir puisque c'est un BAV qui est asymptomatique et que c'est un sujet jeune. La recommandation américaine de 2008 recommande chez les patients qui ont un BAV dû à une cause réversible, il faut traiter la cause sous-jacente.
Et pour les malades qui sont sous dose stable de bêta-bloqueur ou bien d'antiarythmique, il est recommandé chez ces malades d'appareiller ces malades-là et garder le traitement et ne pas attendre une résolution après l'arrêt de traitement. Chez les patients ayant un BAV sur une sarcoïdose cardiaque, il est raisonnable, il est considéré chez ces malades-là d'appareiller avec une option défibrillateur si l'espérance de vie il est au-delà d'un an. Et pour les patients qui ont un BAV au degré symptomatique et qui ont une stéroïdie, il est recommandé, on peut considérer chez eux avec un degré de preuve un petit peu moins bas, d'appareiller ces malades sans attendre la réversibilité du bloc auriculoventriculaire après la correction de la dystéroïdie. Ces deux dernières recommandations, ils étaient basés sur deux articles. Le premier, c'est un travail turc qui était publié en 2012 dans le journal de cardiologie, qui recommande d'appareiller les BAV sur une dystéroïdie parce que la réversibilité du bloc auriculoventriculaire après la correction de la dystéroïdie est très aléatoire d'un sujet à l'autre. La même chose pour le bloc auriculoventriculaire dû à une sarcoïdose. Une étude publiée dans l'AHA en 2011, rassemblant tous les malades appareillés pour un BAV une sarcoïdose sur 10 ans. Ils l'ont comparé par rapport aux patients qui étaient appareillés pour un BAV d'étiologie idiopathique. Ils ont trouvé que sur 10 ans, que les malades qui étaient appareillés pour un BAV dû à une sarcoïdose, ils développent plus de fibrillation ventriculaire, plus de tachycardie ventriculaire et plus d'arrêt cardiaque. D'où l'intérêt d'appareiller ces malades et mise en place d'un défibrillateur. Revenons à notre, c'est la recommandation qui l'intéresse. Chez les malades qui ont un bloc auriculoventriculaire de haut degré, sont dus à une cause réversible, il faut appareiller ces malades, quels que soient les symptômes. Donc, pour le choix du type de stimulation, la recommandation européenne 2013, il recommande pour les BAV qui sont persistants, qui n'ont pas dû à une FA ni à une dysfonction sinusale, le choix de stimulation, c'est un pacemaker en mode DDD. C'est le cas de notre patiente. Donc, notre patiente a été implantée par un pacemaker de chambre en mode DDDR. L'électrocardiogramme en post-implantation, il montre un rythme qui est électrostimulé. Et la radiographie thoracique après implantation montre que les sondes sont en place. J'arrive à la fin de ma présentation. J'ai quelques messages à passer d'une manière brève. D'abord, il ne faut pas appareiller les BAV dû à une cause réversible. D'abord, il ne faut pas nuire, il faut rester anodin. L'appareillage, c'est un dispositif intracardiaque permanent. Il faut s'acharner à trouver et à traiter la cause sous-jacente. Pour les BAV complets, asymptomatiques, ils ont un risque de mort subite accru. Il faut appareiller les blocs au degré en dehors d'une cause transitoire et réversible, quels que soient les symptômes. Et merci beaucoup pour votre attention. Merci, Dr Hadari, pour cette présentation très claire. Je rappelle que vous représentez le service de cardiologie de l'hôpital militaire, dirigé actuellement par professeur Bouzada, et le pôle de cardiologie, toujours de l'hôpital militaire à Marrakech, qui est dirigé par professeur Khatouri. Alors, je demande à l'assistance maintenant de poser leurs questions dans la partie conversée. J'ai l'immense plaisir et la fierté d'avoir dans la co-modération avec moi professeur Salima Abdelali, que tout le monde connaît, doyenne de rythmologie au Maroc sans équivoque, à qui je cède la parole pour la suite de cette réunion. Professeur Abdelali.